On disait de nous que nous étions une évidence. Pas un couple, une signature. Une ligne claire au-dessus des autres, celle qu'on encadre, qu'on cite, qu'on applaudit sans même la regarder vraiment. Notre villa en Provence avait cette beauté dure des maisons qui ont trop vu. Des murs couleur miel, des cyprès plantés comme des gardes, et la lumière, cette lumière qui ici ne pardonne rien. Elle révèle tout. Les rides, les mensonges, les fissures invisibles dans les plafonds blancs. Marc aimait recevoir, il appelait cela « faire vivre l'art ». Je l'ai longtemps cru, ou plutôt j'ai longtemps préféré croire, parce qu'une femme qui a bâti un monde avec ses mains apprend à ne pas secouer la table sur laquelle elle mange. Les dîners étaient des mises en scène parfaites. Assiettes chaudes, argenterie qui tremble à peine, verres qui tintent comme si le monde était d'accord. Il y avait des galeristes de Paris, des mécènes qui souriaient avec les yeux d'un comptable, des critiques qui parlaient comme on respire. Et au centre, Marc, toujours debout, toujours un peu plus grand que la pièce. Il levait son verre, il disait des phrases bien polies sur l'audace, la liberté, la nécessité d'être vrai. On l'écoutait comme on écoute un homme qui a réussi, ce qui, en France, ressemble parfois à la sainteté. Moi, j'étais là, à côté, un peu en retrait, comme une lampe qu'on laisse allumer dans une pièce qu'on ne visite plus. On me présentait avec tendresse, comme une nuance. Claire, son épouse. Claire, son œil. Claire, sa muse. Ce mot-là, muse, je l'ai supporté longtemps, parce qu'il a la douceur d'une caresse et la violence d'un cadenas. Il enferme sans frapper, il réduit sans crier. Personne ne demandait ce que je faisais réellement. Dans les coulisses de notre monde, je n'étais pas une silhouette, j'étais une mécanique, une main, une mémoire. Marc avait l'éclat, le costume, les interviews. Il savait sourire à la caméra, se taire au bon moment, donner l'impression d'être inaccessible tout en restant aimable. Il avait cette science des hommes de galerie, cette manière de dire « je » comme s'il parlait au nom de tous. Mais la couleur venait de moi. Je n'ai jamais été une peintre de salon, je suis une femme de matière, une femme de laboratoire et de chiffon, une femme de patience. Dans mon atelier, derrière la villa, il y avait des pots étiquetés d'une écriture fine, des pigments rangés comme des épices rares, des carnets épais où je notais les proportions, les réactions, les températures, les temps de repos. J'ai toujours aimé ce moment où la poudre, dans le creux d'une cuillère, hésite entre la poussière et la promesse. Le bleu n'est pas un bleu, c'est un équilibre, une fragilité. Je mélangeais, j'essayais, je recommençais. Je savais au toucher si une pâte allait craqueler, je savais à l'odeur si un liant allait tourner, je savais, avant les autres, avant même Marc, quand une couleur mentait. Et Marc venait après. Il entrait dans le temple comme on entre dans un temple qu'on ne comprend pas. Il faisait semblant de s'intéresser. Il posait une question, une seule pour la forme, puis il repartait avec la palette que je lui avais préparée, avec le velours exact, la profondeur, le mystère dont il parlait ensuite dans les journaux. Au début, il me remerciait, du bout des lèvres, mais il le faisait. Il me regardait encore parfois comme on regarde quelqu'un qui vous tient debout. Nous avions nos rituels, le matin, le café au bord de la terrasse, le bruit des cigales comme un rideau qui se lève, et moi qui essuyais les mains avant qu'il ne parte parce qu'il avait toujours peur d'avoir une trace sur ses doigts, une marque sur son image. Puis, les années ont empilé leurs couches comme une toile trop peinte, et notre cogestion est devenue une cohabitation, douce en apparence, froide au fond. Je me souviens d'un dîner en particulier, un de ces soirs où la lavande semblait parfumer même les mensonges. Marc parlait de sa période provençale comme s'il avait inventé la Provence. Les invités riaient. Une femme a dit, en regardant un grand format accroché dans le salon, « On sent votre main, Marc, c'est si personnel. » Il a souri, ce sourire qui s'élargit juste assez pour être photographié, puis il a répondu « Oui,
Je suis seule face à la toile. Seule. Le mot est tombé entre les plats, léger, presque élégant, et pourtant il a fait un bruit de verre fêlé en moi. J'ai baissé les yeux vers la nappe, mes doigts ont suivi un fil invisible, une couture discrète. J'ai pensé à toutes ces heures où j'étais, moi, seule, face à des poudres, des recettes, des risques, à toutes ces fois où je l'avais aidé à être lui. Je n'ai rien dit, pas ce soir-là. J'ai appris depuis longtemps que les hommes comme Marc se nourrissent de confrontations. Ils aiment qu'on s'indigne, parce que ça leur donne l'occasion d'être magnifiques, de se défendre, d'expliquer, de renverser la table avec une grande phrase. Alors, j'ai gardé mon calme, comme on garde une allumette dans une poche. La fête a continué. Les rires, le vin, les compliments, l'illusion parfaite. Et moi, au milieu de cette lumière provençale qui révèle tout, j'ai compris une chose très simple, très froide. Marc n'était plus mon mari, il était devenu ma vitrine. Et une vitrine, un jour on la brise, sans faire de bruit. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas à cause d'une dispute, il n'y en avait pas eu. Justement, le silence avait pris toute la place, comme une nappe qu'on tire sans renverser les verres. Marc ronflait à peine, son souffle régulier, satisfait, et moi je comptais les secondes comme on compte les coups avant de comprendre qu'on est déjà tombé. Le lendemain, la villa était encore pleine d'odeurs de la veille, vin rouge, cire des chandeliers, parfum trop sucré d'une invitée restée dans les rideaux. Marc est parti tôt, un rendez-vous important. Il n'a pas précisé lequel, il ne précisait plus. Il vivait dans une zone floue où les détails n'étaient plus dus à personne. J'ai traversé le couloir menant à son bureau. Une pièce claire, trop rangée, comme un décor. Son ordinateur était fermé, ses dossiers alignés, ses livres d'art disposés à l'angle exact pour être vus. Marc avait toujours aimé l'illusion du contrôle. Sur le coin du bureau, il y avait une chemise en carton, épaisse, neuve. Un titre imprimé en noir, Marc Varenne, manuscrit. Mon estomac s'est serré, mais mes mains sont restées calmes. J'ai pris la chemise comme on prend une lettre qu'on devine déjà mauvaise. Je me suis assise. La chaise a grincé, un petit cri sec dans le silence. J'ai ouvert. Les premières pages parlaient de lui, de sa naissance artistique, de son combat contre les conventions. C'était du Marc, grandiose, lisse, rempli de phrases qui sonnent bien. Puis, très vite, je suis apparue. Pas moi, une version de moi. Claire a toujours été un refuge, comme une maison qu'on habite mais qu'on ne remercie jamais. Un peu plus loin, elle a voulu protéger mon geste, parfois au prix de mon élan. Protéger mon geste au prix de mon élan. J'ai relu cette phrase plusieurs fois, comme si les mots allaient changer. Il me décrivait comme une présence douce mais pesante, comme une main qui retient, comme une femme qui admire mais qui freine, une muse encore, mais une muse qui gêne. Et puis il y avait cette phrase, plus cruelle parce qu'elle se voulait élégante, « Claire n'a jamais compris que l'art naît du risque, pas de la prudence. » La prudence. J'ai senti quelque chose se déchirer en moi, pas un cri, plutôt un fil qui lâche, parce que si j'avais été prudente, Marc n'aurait jamais eu ces couleurs. Si j'avais été prudente, je n'aurais pas sacrifié mes journées, mes nuits, ma peau tachée de pigments, mes ongles fendus par les solvants. J'ai continué, malgré tout, page après page, comme on marche sur du verre en se forçant à regarder droit. C'est là que j'ai vu l'annexe, une série de documents à grapper, un ton administratif qui jurait avec les envolées lyriques. Session de droit, procédés et formulations chromatiques. Mon nom apparaissait, mais comme un simple intitulé, procédé clair, comme si j'étais déjà une marque déposée, un objet qu'on range. Et en face, un groupe industriel, un de ces noms froids, propres, impersonnels. Une option d'achat, une valorisation, des clauses de confidentialité. Des phrases entières où je n'existais pas, sauf comme source d'un profit. J'ai compris, d'un seul coup, ce que Marc préparait. Vendre ce que j'avais inventé, sans me demander, sans même me le dire. Ma gorge s'est asséchée. J'ai cherché un endroit où poser mon regard, comme on cherche une poignée dans le noir.
et j'ai vu, à côté, une enveloppe déjà ouverte, glissée par négligence, une confirmation de rendez-vous, imprimée, avec un horaire et une adresse à Paris, et une ligne que je n'oublierai pas. Merci de venir avec votre assistante, Célia. Célia. Le prénom a résonné dans la pièce comme un verre qu'on laisse descendre sans qu'il casse tout de suite. Je suis restée immobile, longtemps, le manuscrit ouvert devant moi, les documents sous ma paume et ce prénom dans la tête. Et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas envie de pleurer. J'ai eu envie de comprendre exactement jusqu'où Marc était prêt à aller. Je n'ai pas appelé Marc, pas tout de suite. J'ai appris avec le temps que certaines vérités se dévoilent mieux quand on ne les effraie pas. Alors j'ai remis la chemise en carton exactement à sa place, j'ai refermé l'ordinateur comme on referme un cercueil, et je suis sortie du bureau en laissant l'air intact, comme si rien n'avait bougé. Dans la cuisine, j'ai fait couler de l'eau. Je l'ai regardé remplir la bouilloire, monter, frémir, ce petit bruit rassurant qui imite la vie, normale. Je me suis surprise à respirer plus lentement. Pas de panique, pas de gestes brusques, juste l'attention. L'après-midi, j'ai trouvé un prétexte pour aller à l'atelier principal, celui que Marc utilisait quand il voulait être vu. Un grand espace vitré, impeccable, plus proche d'un showroom que d'un lieu de travail. J'y allais rarement. Mes outils, mes pots, mes carnets vivaient dans mon atelier à moi, celui du fond, plus sombre, plus honnête. Avant d'entrer, j'ai entendu une voix. Jeune, vive, trop claire. Et puis la sienne, Marc, dans un ton que je ne lui connaissais plus avec moi. Patient, pédagogue, presque tendre, comme si cette tendresse avait simplement changé de destinataire. Je suis restée derrière la porte entr'ouverte. J'ai senti le bois sous mes doigts. Il était tiède, comme une peau qui a trop entendu. Célia était là. Je l'ai vue à travers la fente, une silhouette mince, cheveux relevés, une chemise blanche trop neuve pour un atelier. Elle avait cette assurance de celles qui n'ont pas encore payé le prix des choses. Dans sa main, une palette. Dans ses yeux, la faim. Marc se tenait derrière elle, très proche, guidant son geste. Il lui montrait comment charger le pinceau, comment déposer la matière sans la tuer, comment obtenir ce velouté dans les ombres que tout le monde appelait la marque Varenne. Sauf que ce velouté, c'était mon secret. Je l'ai entendu dire « Non, pas comme ça. Tu dois d'abord casser le pigment avec une pointe de liant, sinon ça va s'éteindre sous la lumière. Regarde, on veut une profondeur, pas une boue. » Ces mots étaient justes, trop justes. Ils venaient de moi, de mes carnets, de mes nuits, de mes essais ratés, de mes doigts brûlés par des mélanges trop vifs. Célia a ri, un petit rire content, comme une enfant qu'on félicite. Et Marc a ajouté, avec cette désinvolture élégante qui lui sert de morale, « Claire est très méthodique, mais toi tu dois apprendre à être libre. » Libre. Le même mot qu'il brandissait au dîner, aux journalistes, et qu'il utilisait maintenant pour me transformer en prisonnière de ma propre rigueur. Je me suis sentie dédoublée. Une partie de moi voulait entrer, faire tomber quelque chose, imposer ma présence. L'autre, plus ancienne, plus lucide, restait immobile parce qu'elle comprenait enfin la scène entière. Ce n'était pas seulement une liaison, ce n'était même pas seulement une trahison, c'était un remplacement. Marc ne cherchait pas une femme, il cherchait une nouvelle paire de mains, une nouvelle réserve de silence, une nouvelle muse qui saurait travailler sans réclamer d'exister. Et dans ce théâtre, Célia n'était pas seulement l'amante, elle était l'apprentie, la future dépositaire de ce que j'avais construit. Je suis partie sans bruit. J'ai reculé comme on recule devant un tableau qui, soudain, vous fait peur. Dans le couloir, mon cœur battait calmement, trop calmement, comme si mon corps, lui aussi, avait décidé que la colère serait inutile. Dehors, la lumière de Provence m'a frappé au visage, et j'ai compris que la vraie violence n'était pas dans ce que j'avais vu, mais dans l'élégance avec laquelle Marc croyait pouvoir effacer mon existence. Le soir même, Marc est rentré tard, légèrement grisé par sa propre importance. Il a déposé ses clés comme on pose un verdict, puis il m'a embrassé sur la joue avec cette politesse des hommes qui ne veulent plus être interrogés. J'ai souri, un sourire mince,
et je lui ai demandé si la journée avait été productive. Il a répondu « Oui, bien sûr, toujours oui ». Sa vie était un couloir de oui qui menait à lui-même. Je n'ai pas parlé du manuscrit, ni de Célia, ni des documents. La vérité, je l'avais déjà dans la bouche, mais je l'ai gardée. Parce que je commençais à comprendre une chose que j'avais oubliée, je n'étais pas obligée de crier pour exister. Les jours suivants, j'ai joué mon rôle avec une précision tranquille. Le café servi à la bonne température, les invitations confirmées, les appels filtrés, et surtout, l'air de rien. J'ai simplement dit, un matin, en rangeant des papiers sur la table du salon, « Pour l'exposition des 40 ans, il va falloir mettre au clair 2 ou 3 points. Les galeristes deviennent nerveux, et tu sais comment ça fonctionne, les assurances, les ayants droit, tout ça. » À ce mot, « ayant droit », il a levé les yeux. Un réflexe, une ombre dans son regard. Il détestait qu'on lui rappelle que le monde n'est pas fait que de lumière et de champagne, mais aussi de signatures, de dates, de responsabilités. Je lui ai proposé, très calmement, de faire venir maître Laurent Dubois, notre avocat de famille, un homme discret que Marc avait toujours trouvé utile tant qu'il servait ses intérêts. J'ai présenté cela comme une formalité, un geste de protection pour lui, pour son œuvre. Marc a accepté aussitôt, trop aussitôt. Il avait cette confiance des hommes qui n'imaginent pas qu'une femme puisse penser plusieurs coups à l'avance, surtout une femme qu'ils ont réduite pendant des années à un rôle de soutien. Maître Dubois est venu un jeudi après-midi. La lumière tombait en biais sur les pierres claires de la villa. Nous nous sommes installés dans le salon, celui des photos de vernissage et des catalogues épais. Marc s'est assis droit, comme s'il posait déjà pour la postérité. L'avocat a parlé de choses simples, de la traçabilité, des contrats, de la réputation, des risques de contestation. Tout ce qui, dans l'art, ne se voit pas, mais décide de tout. Marc hochait la tête, impatient, persuadé que cette conversation était un hommage déguisé. Puis, Maître Dubois a posé devant lui un document court, sobre, presque banal, une convention de reconnaissance de contribution et d'organisation patrimoniale, disait l'entête. Rien d'agressif, rien de spectaculaire, juste une preuve écrite de ce que j'avais été et de ce que Marc prétendait être. Je me souviens encore du froissement du papier quand Marc l'a tiré vers lui. Je l'ai laissé lire, je l'ai observé sans trembler. Mon cœur, lui, battait lentement, comme si chaque pulsation martelait un mot « patience, patience ». Le document rappelait, en termes neutres, que j'avais participé depuis des décennies au travail de l'atelier, recherche, essai, préparation de pigments, expertise technique. Il n'y avait rien là-dedans qui puisse choquer. Au contraire, cela donnait à Marc l'image d'un artiste entouré, soutenu, presque humain. Et puis, au milieu, une clause, une seule phrase, posée comme une lame fine dans un gant de velours. Marc y affirmait, pour l'exposition anniversaire à venir, assumer seul et de manière indépendante l'originalité, la technique et l'exécution de l'ensemble des œuvres présentées, en certifiant n'avoir bénéficié d'aucune assistance technique de tiers. Je n'ai pas insisté, je n'ai pas commenté. J'ai simplement dit d'une voix douce « C'est pour te protéger, les rumeurs, tu sais, les jaloux ». Marc a souri, ce sourire vaniteux, sûr de lui. Il a pris le stylo. Il n'a pas demandé de délai. Il n'a pas relu la clause. Il a signé, vite, comme on signe un autographe. La pointe du stylo a gratté le papier, un son minuscule. Et à ce moment précis, j'ai senti quelque chose se remettre en moi. Pas de la haine, pas de vengeance dans le sens vulgaire, juste une restitution d'équilibre. Marc venait de sceller lui-même ce qu'il croyait être sa victoire. Et moi, je venais d'ouvrir une porte, sans faire claquer aucune serrure. Le mot « pentimento » a toujours eu pour moi une beauté particulière. Il sonne comme un aveu et comme un retour. Dans l'histoire de la peinture, il désigne cette trace enfouie, ce repentir de l'artiste, quand une première intention réapparaît sur la couche finale. Comme si la toile, un jour, refusait d'oublier.
J'ai proposé mon aide à Marc avec une simplicité presque domestique, une phrase lancée entre deux rendez-vous, comme si je parlais d'un ourlet à recoudre. Pour les grands formats, tu vas te fatiguer. Je peux préparer les fonds, harmoniser les transitions, juste pour que tout soit cohérent. Cohérent, c'est le mot que j'ai utilisé. Il aimait ce mot. Il croyait qu'il signifiait maîtriser. Il ne voyait pas qu'il pouvait aussi signifier verrouiller. Marc a accepté avec un air magnanime, comme s'il m'offrait un privilège. Je l'ai remercié d'un sourire. Je me suis détestée un peu pour ce sourire. Puis je me suis rappelé que les femmes comme moi ont appris à survivre en jouant juste, même quand la pièce est mauvaise. Les jours suivants, nous avons travaillé dans le grand atelier vitré, celui qui donne sur les oliviers. Marc arrivait en fin de matinée, parfumé, pressé, téléphone en main. Il me laissait seul avec les toiles monumentales posées sur leurs chevalets, comme des murs blancs qui attendaient leur destin. Je me suis remise à faire ce que j'avais toujours fait, mais autrement. D'abord, les couches de fond, ce qui ne se voit pas, ce qui décide de tout. J'ai préparé une underpainting d'une précision presque tendre, en utilisant mes pigments les plus stables, ceux que je connaissais par cœur. J'ai travaillé par fines strates, en respectant les temps de séchage, en contrôlant l'humidité. Mon geste était calme, régulier, comme une prière. Puis, j'ai introduit l'idée. Une infime variation dans le liant, une proportion qui, sur une toile ordinaire, ne trahirait rien. Une légère modification chimique, suffisamment discrète pour ne pas altérer la couleur en plein jour, mais capable de réagir sous un spectre lumineux particulier. Pas une destruction, pas une attaque, juste un dévoilement. Je savais comment les miser éclairs. Je le savais parce que pendant des années, j'ai observé les salles, les angles, les projecteurs, les filtres anti-UV, les températures de couleur. Au musée d'Orsay, l'éclairage n'est pas un simple spot, c'est une architecture, une lumière pensée pour flatter la matière et parfois, sans le vouloir, pour trahir les impostures. Je me suis appliquée à intégrer dans mes couches inférieures un composé qui, sous certaines longueurs d'onde, modifie l'indice de réfraction de la couche supérieure. Dit comme ça, c'est froid. En réalité, c'est presque poétique. La lumière, au lieu de rebondir comme un mur, commence à traverser, et ce qui était enterré devient visible. Pendant que je faisais cela, Marc peignait au-dessus. Il passait, nerveux, spectaculaire, ajoutant des gestes, des aplats, des effets qu'il appelait « énergie ». Ses coups de pinceau étaient plus larges, plus rapides. Il y mettait du bruit, là où moi j'avais mis du silence. Parfois, il s'arrêtait derrière moi, me regardait travailler et disait d'un ton faussement admiratif « Tu es incroyable, mais tu sais, ce qui compte, c'est la vision ». Je ne répondais pas. Je comptais les minutes de séchage. Je notais mentalement la température. Je surveillais la surface, sa peau, son souffle. Je faisais semblant d'être la femme d'avant, celle qui soutient, et au fond de moi, quelque chose se redressait. Le soir, quand Marc repartait, souvent pour un dîner dont il ne parlait pas, je restais seule devant l'étoile. J'approchais mon visage, je regardais la matière à quelques centimètres, j'écoutais le craquement léger du film pictural qui se tend. J'ai pris un crayon gras, presque invisible, et j'ai inscrit dans une zone qui serait recouverte mon nom et une date, pas en grand, pas en défi, comme une vérité déposée sous la peinture en attendant que la lumière, un jour, fasse son travail. Je n'ai pas ressenti de joie, pas encore. Seulement cette sensation rare, presque oubliée, d'être maîtresse de mes gestes, de ne plus être une muse, de redevenir l'autrice de ce qui va arriver. Après cela, il y a eu une période que personne ne soupçonne, parce qu'elle ne fait pas de bruit. Une période où l'on croit que rien ne se passe, alors que tout se déplace lentement, comme une plaque sous la mer. Marc s'est éloigné davantage. C'était presque confortable au début. Il ne posait plus de questions. Il ne cherchait même plus à jouer au mari. Il vivait dans l'élan de l'exposition, dans les appels des journalistes, dans les promesses de vente et de dîner. Il rentrait tard, il repartait tôt. Il sentait le parfum d'une autre femme, ou le luxe d'un hôtel, et il appelait ça la pression. Je ne l'ai pas suivi.
Je n'ai pas fouillé son téléphone. Je n'ai pas demandé de preuves. Je savais déjà. Et j'avais compris que, pour moi, l'humiliation ne devait pas devenir une occupation. Je me suis retirée dans mon ancien atelier, celui du fond, celui que Marc n'aimait pas parce qu'il y faisait trop vrai. Les murs y sont tachés de pigments vieux de 20 ans. Le sol garde des traces de coulures, de chutes, de gestes ratés. Là, je pouvais respirer. J'ai rouvert mes carnets, pas ceux où je notais les recettes pour Marc, ceux plus intimes, où j'écrivais des idées que je n'avais jamais osé peindre, des formes qui ne se vendraient peut-être pas, des couleurs qui ne plairaient à personne, des silhouettes de femmes sans visage, des mains, des bols fêlés, des paysages intérieurs. J'ai eu 60 ans cette année-là, et j'ai senti pour la première fois depuis longtemps que cette année n'était pas une fermeture, mais une permission. Je me suis remis à peindre pour moi. Les premiers jours, ma main tremblait légèrement, comme si elle demandait pardon. J'ai eu cette honte étrange des femmes qui reprennent leur place, comme si elles volaient quelque chose. Puis, très vite, le geste est revenu. Pas le geste utile, le geste libre, celui qui ne sert personne. J'ai choisi un pseudonyme, un nom discret, presque effacé, comme une enveloppe sans expéditeur. Je ne voulais pas de vengeance dans mes propres œuvres, je voulais exister, sans lui, tout simplement. Sous ce nom, j'ai commencé à envoyer quelques photos à un petit réseau, un galeriste de province que j'avais connu autrefois, une commissaire d'exposition rencontrée à un vernissage il y a des années, une amie banquière, Élodie, qui un jour m'avait dit en riant « Tu sais, Claire, l'argent suit toujours la vérité. Il finit par la rattraper. » Élodie n'était pas une femme de grands discours. Elle était précise, elle aimait les preuves, les dates, les documents. Et elle m'a aidé, sans me poser trop de questions, à remettre de l'ordre dans ce que j'avais laissé se confondre, mes droits, mes archives, mes traces. Nous avons parlé de coffres, de copies certifiées, de conservation, pas comme des conspiratrices, comme deux femmes qui rangent enfin leur maison intérieure. Pendant ce temps, Marc vivait son théâtre. Il se montrait à la presse au bras de Célia, jamais trop officiellement, mais assez pour que les rumeurs s'installent. On disait que le couple se modernisait. On disait que Marc avait besoin de fraîcheur. Je lisais ces mots dans les articles, parfois, et j'avais l'impression qu'on parlait d'un fruit, pas d'une femme. Je ne ressentais plus la jalousie. J'étais passée ailleurs. Les journées s'étiraient. Jamais ce rythme nouveau. Le matin, la lumière qui arrive doucement sur la table tachée de peinture. Le midi, un repas simple. Le soir, un silence plein, sans performance. Et parfois, très tard, quand la villa dormait, je sortais sur la terrasse avec un vieux châle sur les épaules. Je regardais les étoiles au-dessus des cyprès. J'écoutais le vent. Je me disais que j'avais vécu trop longtemps comme une ombre bien élevée. Alors je faisais une promesse muette, une promesse sans colère. Quand la vérité apparaîtrait, je ne supplierais personne de me croire. Je laisserais simplement la lumière faire son œuvre. La veille du gala, la Provence avait ce ciel trop propre, presque insolent. On aurait dit que la nature, elle aussi, voulait une soirée parfaite. Marc était nerveux, non pas de peur, mais d'excitation. Une excitation qui lui donnait ce visage lisse des hommes persuadés d'entrer dans l'histoire. Il parlait de l'Orsay comme d'un rendez-vous amoureux. Il répétait des phrases qu'il avait déjà dites 100 fois, mais qu'il aimait entendre sortir de sa bouche. 40 ans de création, une œuvre totale, une liberté absolue. Il ne parlait jamais de moi, il ne parlait même plus de nous. Il parlait d'un seul corps, le sien, et d'une légende qui devait porter son nom. Le jour J, nous avons pris la route tôt. La voiture glissait sur l'autoroute comme un couteau dans du beurre. Marc consultait son téléphone, répondait à des messages, riait parfois à une phrase de Célia. Elle n'était pas avec nous, elle devait arriver plus tard. Ce détail, il l'a dit comme on annonce un changement de dessert. Je regardais le paysage défiler. Les collines se repliaient, les couleurs changeaient. Je sentais une étrange paix, une paix dangereuse, comme celle d'avant une tempête qu'on sait inévitable. À Paris, l'air était plus froid, plus sec. Le musée d'Orsay m'a accueilli avec sa grandeur calme, ses pierres, ses verrières.
Cet endroit n'a pas besoin de crier pour imposer le respect. Il suffit qu'il soit là. La soirée a commencé dans un bruit de tissus et de bijoux. Les talons sur le sol, les murmures, les « ravis de vous voir » répétés comme des prières mondaines. Les flashs claquaient. Marc avançait au milieu de cette foule comme un roi qui aurait enfin trouvé son palais. Moi, je marchais à côté, légèrement en arrière, mais je ne me sentais plus petite, j'étais simplement ailleurs. Je portais une robe sombre, sans éclat inutile, un tissu qui tombe droit, qui ne cherche pas à séduire. J'avais remonté mes cheveux, dégagé mon visage. J'avais l'air de ce que je suis, une femme qui a vécu, une femme qu'on ne peut pas décorer comme un vase. Au fond de mon sac, soigneusement rangé, il y avait plusieurs étuis fins, des lunettes, pas des accessoires, des filtres optiques calibrés, commandés des semaines plus tôt, avec une précision presque scientifique. Rien d'illégal, rien de spectaculaire, juste un outil de regard. Je les ai sortis au bon moment. Quand Marc a été happé par les journalistes, quand il a commencé à parler de songiste, de l'évidence du trait, j'ai glissé vers le petit groupe des experts et des conservateurs, ceux qui observent plus qu'ils ne parlent. Je les connaissais de vue. J'avais eu, pendant des années, l'habitude de les voir et de rester invisible. Cette fois, je me suis présentée, simplement. Claire Varenne. Certains ont froncé légèrement les sourcils, comme si le nom leur disait quelque chose sans qu'ils puissent l'attraper. D'autres ont souri poliment. On me traitait comme la femme, ce qui suffisait généralement à expliquer ma présence. Je leur ai tendu les étuis avec une grâce lente. J'aimerais vous offrir ceci, pour apprécier les œuvres autrement. Marc parle beaucoup de profondeur, et parfois la profondeur demande un autre regard. Ils ont pris les lunettes comme on accepte un geste original, un petit plaisir de connaisseur, un jeu, un caprice de soirée. Je les ai vus les essayer, l'un après l'autre, d'abord par curiosité, puis avec cette attention soudaine qui saisit les vrais professionnels quand quelque chose ne colle pas. Marc, lui, ne voyait rien. Il riait, posait, saluait. Il était déjà dans les articles du lendemain. Célia est arrivée enfin, vêtue de blanc, comme une provocation. Elle a embrassé Marc trop près des photographes. Elle m'a regardé brièvement, avec cette expression des jeunes femmes qui pensent que tout leur est dû parce qu'elles ont la peau lisse. Je lui ai rendu un regard neutre, ni haine, ni peur, rien qui puisse la nourrir. Au moment où Marc a été invité à faire son discours devant les toiles majeures, j'ai senti l'air changer, comme si le musée lui-même retenait son souffle. Marc a levé son verre. Cette exposition, c'est l'aboutissement d'une quête, la preuve qu'un artiste doit être seul, face à sa vérité. Seul, encore. Et dans la foule, derrière les filtres, des yeux commençaient déjà à voir autre chose. Au début, ce n'est pas une explosion. C'est un frémissement, une hésitation dans les regards, comme quand une musique change de tonalité et que personne n'ose encore bouger. Je les ai vus, les experts, se rapprocher des toiles avec cette lenteur presque respectueuse. Ils ne parlaient pas, ils observaient, ils inclinaient la tête, ils ajustaient les lunettes comme on ajuste une idée qui résiste. Sous les verrières, la lumière du musée semblait plus blanche, plus tranchante. Marc continuait de sourire au milieu des flashs, prisonnier de sa propre phrase. Célia, elle, s'était accrochée à son bras, ravie de sentir qu'elle appartenait au tableau social. Et puis, le premier souffle. Un critique, celui qui ne quitte jamais son carnet, a fait un pas en arrière. Pas un pas de danse, un pas de recul instinctif, comme devant un danger silencieux. Il a plissé les yeux, remis les lunettes, et son visage s'est fermé d'un coup. Je n'ai pas bougé. Mes mains étaient calmes, croisées devant moi. Je sentais mon pouls dans la gorge, pas comme de la peur, plutôt comme la certitude qui se met debout. Ce qui se passait était presque indécent de simplicité. À travers les filtres, les couches supérieures, celles que Marc avait posées avec sa gestuelle large, ses effets de surface, son style raconté partout, semblaient perdre leur opacité. Pas comme une peinture qui s'efface, non, comme un voile qui devient translucide. Les couleurs restaient là, mais elles ne dominaient plus.
Elle devenait secondaire, elle révélait autre chose. La toile cessait d'être un mensonge parfait. On a commencé à voir l'ossature, le dessin initial, les passages subtils, les respirations entre les formes, le travail patient qui donne à un tableau sa profondeur véritable, cette profondeur que Marc vendait comme une idée, alors que je l'avais construite comme une matière. Le choc n'a pas été « or », il a été un silence trop dense. Je voyais, au milieu de la foule, des corps se figer, des lèvres entr'ouvertes, des sourires qui s'éteignent, un mécène qui baisse son verre sans comprendre pourquoi, une conservatrice qui s'approche, très près, au point de presque toucher la toile, puis se retient, parce qu'on ne touche pas quand on commence à croire. Et là, dans une zone que Marc avait recouverte d'un noir brillant, une écriture est apparue. Pas une signature au coin, comme on en met pour la vitrine, non, une inscription dans le cœur même de la composition, comme une veine sous la peau. Mon nom, écrit au crayon gras sous la couche, et la date, alignée avec une précision tranquille, claire, avec un jour, un mois, une année. Une preuve que le temps ne discute pas. J'ai entendu un murmure courir, de bouche en bouche, comme un feu discret. « Regardez, là ! Ce n'est pas possible. C'est sous la peinture. C'est elle !» Marc a senti quelque chose, pas encore le contenu, mais le mouvement. Il a vu les gens se détourner de lui pour se tourner vers l'étoile. Il a vu Célia perdre son sourire. Il a vu un journaliste baisser son micro et regarder, enfin, la peinture au lieu de regarder l'homme. Il a voulu rire. Je l'ai reconnu à sa façon de se défendre, un rire trop haut, trop rapide. « Qu'est-ce que c'est que ce numéro ?» a-t-il lancé en avançant. Maître Dubois, présent en retrait, n'a rien dit. Il n'avait pas besoin. Le papier signé existait, et la toile parlait. Marc s'est approché d'un grand format. Quelqu'un lui a tendu des lunettes, presque par politesse. Il les a mises, avec un geste agacé, et je l'ai vu. Je l'ai vu comprendre. Son visage a pâli, puis s'est durci, comme une peinture qui craquelle d'un coup. Ses yeux cherchaient une explication, une issue, une personne à accuser. Mais il n'y avait que la lumière et ce qu'elle révélait. Les traits maladroits de ses couches supérieures semblaient soudain bruyants, épais, vaniteux, tandis que dessous, il y avait cette finesse, cette architecture du geste, cette intelligence du geste qui n'était pas la sienne. Dans le brouhaha étouffé du scandale qui naissait, je suis resté immobile. Je n'avais pas besoin de parler. Ce soir-là, au milieu d'Orsay, la vérité ne sortait pas de ma bouche, elle sortait de la peinture. Il y a des instants où l'on comprend, en une seconde, ce que le monde va faire de vous. Ce soir-là, dans la grande salle, je sentais les regards glisser, se recomposer, comme des pièces qu'on remet dans le bon ordre. Marc a essayé d'abord la stratégie qu'il connaît le mieux, le charme. Il a retiré les lunettes, riant trop fort, comme si tout cela n'était qu'un jeu de salon. Vous voyez, c'est intéressant, la technique, l'illusion optique. Il parlait vite, en phrases courtes, cherchant une interprétation flatteuse. Il voulait reprendre le récit, posséder même le scandale. Mais les experts ne riaient pas. Ils avaient ce visage particulier des gens qui manipulent des œuvres depuis des décennies. Ils savent reconnaître le faux, non pas parce qu'ils sont cyniques, mais parce qu'ils sont fidèles à la matière. Une conservatrice a demandé qu'on baisse légèrement un projecteur. Un autre spécialiste a appelé un collègue. Un critique a déjà commencé à écrire, non pas pour raconter la soirée, mais pour graver un basculement. Et moi, dans ce tumulte feutré, j'ai senti la clause signée respirer dans mon sac comme un animal calme. Marc s'est tourné vers moi enfin, pas comme un mari, comme un homme qui découvre que l'ombre a des dents. « Claire, qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix était basse, presque suppliante, comme si la dignité lui avait glissé des mains. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de répondre. Chaque mot de trop aurait été une prise pour lui. Et surtout, je ne voulais pas d'une scène, je voulais un fait.
Maître Dubois s'est approché, au bon moment, avec la sobriété d'un homme qui sait que le papier est parfois plus tranchant qu'un couteau. « Marc, vous avez signé une convention. Vous affirmez noir sur blanc être seul responsable de l'originalité et de la technique des œuvres exposées, et vous certifiez n'avoir bénéficié d'aucune assistance technique de tiers. » Marc a cligné des yeux. Il cherchait à se souvenir, mais la mémoire chez lui était sélective. Il se rappelait ce qui le servait. « C'est une formalité, une phrase », a-t-il tenté. Maître Dubois n'a pas haussé le ton. Il n'en avait pas besoin. Une phrase suffit parfois. C'est là que Marc a voulu inverser l'accusation. Il a parlé de sabotage, de trahison, de jalousie, mais sa voix se cassait contre les faits. S'il reconnaissait l'assistance, il se contredisait et détruisait son propre récit. S'il persistait à dire qu'il était seul, alors l'étoile, en révélant mon nom, devenait un aveu qu'il avait porté un mensonge pendant des années. Le piège n'était pas spectaculaire, il était logique. Dans un coin de la salle, j'ai aperçu un représentant du groupe industriel, celui des documents agrafés, un homme au costume discret qui avait l'air d'un contrat sur 2 jambes. Il discutait déjà avec une femme de son équipe, voix basse, regard inquiet. Ils n'étaient pas venus admirer, ils étaient venus sécuriser un investissement. Si Marc n'était pas l'auteur de la technologie des couleurs, alors la cession de droits n'avait plus de sens. Alors ils avaient acheté une ombre, et les industriels détestent les ombres. Je savais que dès demain, ils demanderaient des preuves, des garanties, des audits. Je savais qu'ils se retireraient au moindre doute. Ce n'était pas une question de morale, c'était une question de risque. Pendant ce temps, Célia reculait. Je l'ai vue littéralement se décrocher du bras de Marc. Son visage, si sûr de lui, s'est vidé. Elle regardait l'étoile, puis Marc, comme si elle découvrait un homme qu'elle n'avait jamais aimé, mais seulement utilisé. Elle avait voulu hériter d'un trône, elle venait de comprendre qu'il était en tartan. Marc, lui, s'agitait dans un cercle de plus en plus étroit. Les journalistes sentaient le sang sans qu'il y en ait une goutte. Le scandale parfait. Du prestige, de la tromperie, une femme silencieuse et la vérité écrite dans la matière même des œuvres. Je me suis approchée d'un responsable du musée, pas pour triompher, pour être claire. Je ne veux pas de chaos, ai-je dit doucement. Je veux que les œuvres soient regardées et que mon nom soit rendu à ce qui m'appartient. Il m'a observé, surpris de mon calme, et dans ses yeux j'ai lu quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, le respect, pas la pitié, pas la politesse, le respect. Marc perdait le contrôle, non pas parce que je criais, mais parce que pour une fois, je n'avais plus besoin de me justifier. Les jours qui ont suivi n'ont pas eu la beauté dramatique d'un film. Ils ont eu la vérité des lendemains. Des appels, des courriels, des portes qui se ferment sans claquer, des silences qui font plus de bruit que les cris. Le scandale s'est répandu comme une tache d'encre dans l'eau claire. D'abord un article, puis 3, puis une avalanche de sources proches du dossier. Marc a tenté de reprendre la main, d'organiser une interview, de parler de performance, de dispositifs artistiques. Il a même voulu faire croire qu'il s'agissait d'un geste conceptuel, comme si l'humiliation pouvait devenir une installation. Personne n'a suivi. Parce qu'une chose était restée, simple, matérielle, mon nom dans la toile, et surtout le papier qu'il avait signé. Cette phrase sèche, sans poésie, qui rendait sa défense impossible sans l'achever. Le groupe industriel a suspendu le projet en moins d'1 semaine. Je l'ai appris par Élodie, qui avait ses réseaux et son sens des mouvements invisibles. Un contrat n'a pas besoin d'être déchiré pour mourir. Il suffit d'un mot, gelé, puis un autre, abandonné. Célia a disparu. On l'a vue une dernière fois sur une photo, à l'aéroport, lunettes de soleil trop grandes, comme si elle pouvait cacher sa honte derrière du plastique. Marc, lui, a commencé à vieillir d'un coup. Pas physiquement, mais intérieurement. Cette assurance, cette arrogance bien coiffée,
s'est fissuré. Il est devenu un homme qui parle trop, qui explique, qui accuse, et plus il parle, plus il se réduit. Maître Dubois a géré la suite avec la rigueur d'un artisan. Courriel, mise en demeure, demande de reconnaissance de paternité des œuvres, échange avec le musée, avec les assureurs, avec les galeristes. Rien de théâtral, tout de précis. La justice n'aime pas les larmes, elle aime les preuves. Je n'ai pas demandé d'argent. Ils ont été surpris, les journalistes aussi. On s'attend toujours dans ce genre d'histoire à une somme, à une vengeance comptable, mais mon désir n'était pas là. J'ai demandé que mon nom soit rétabli, que les catalogues soient corrigés, que les œuvres portant mon underpainting, ma structure, mon geste soient attribuées comme il se doit. Pas pour humilier Marc, pour me rendre à moi-même. Marc a résisté, évidemment. Il a menacé, il a crié au complot. Puis il a compris qu'il n'avait plus de levier. La clause qu'il avait signée lui coupait la parole comme un fil tendu. S'il attaquait, il devait expliquer. S'il expliquait, il s'enfonçait. Alors il a cédé, par épuisement, par peur, par absence de public. Un matin, je suis retournée dans l'atelier du fond. J'ai ouvert la fenêtre. L'air froid m'a piqué le visage. J'ai regardé mes mains, ces mains qui avaient servi à bâtir la légende d'un autre, et j'ai senti, enfin, quelque chose de très doux, la légèreté. Quelques semaines plus tard, je suis partie en Bretagne. J'avais besoin d'un horizon qui ne ressemble pas à une galerie. À la pointe, face à l'océan, le vent vous nettoie de tout. Il vous dépouille sans violence. Il vous rappelle que vous n'êtes pas un rôle, mais un corps, un souffle, une femme vivante. Je me suis assise sur un rocher, un carnet sur les genoux. Le ciel était bas, les vagues frappaient avec une régularité d'horloge. J'ai sorti mes crayons, mes pigments de voyage, et j'ai commencé une toile nouvelle, sans recette destinée à quelqu'un d'autre, sans stratégie, sans masque. Juste ma main et ma vérité. Et en peignant, j'ai compris que ce que j'avais repris n'était pas seulement un nom sur des œuvres, c'était un droit plus vaste, celui de ne plus m'effacer pour que quelqu'un brille. À celles et ceux qui m'écoutent, surtout aux femmes qui ont vécu longtemps dans l'ombre d'un mari, d'un fils, d'un monde qui prend sans demander, je voudrais dire ceci, avec toute la calme violence de l'âge. Vous n'êtes pas un refuge, vous n'êtes pas une muse, vous n'êtes pas un décor. Vous êtes la source, vous êtes la main, vous êtes la mémoire. Et si un jour on vous vole votre place, ne vous précipitez pas dans les cris. Gardez vos preuves, gardez votre dignité, gardez votre souffle et attendez le bon éclairage. Parce que la vérité finit toujours par traverser la peinture. Ce que cette histoire m'a appris ne tient pas dans un mot comme vengeance, ce serait trop simple et trop pauvre. Elle m'a appris que le silence n'est que toujours une faiblesse, qu'il peut être un lieu de maturation, un espace où l'on rassemble ses preuves, ses forces, sa dignité. J'ai compris que beaucoup de femmes, surtout après 50 ans, ont été élevées dans l'idée qu'aimer, c'est s'effacer, que soutenir, c'est disparaître un peu, que rester digne, c'est accepter l'injustice sans faire de vagues. On nous a appris à être des fondations solides, mais invisibles. Et quand le bâtiment prend la lumière, personne ne regarde le sol sur lequel il repose. Cette histoire rappelle une vérité inconfortable. Ceux qui prennent votre travail, votre intelligence, votre loyauté pour acquise, finissent par croire qu'elles leur appartiennent. Et parfois, le vrai courage n'est pas de partir en claquant la porte, mais de rester assez longtemps pour que la vérité se révèle d'elle-même. Alors je voudrais vous poser quelques questions, pas pour juger, mais pour ouvrir un espace. Avez-vous déjà eu le sentiment d'avoir construit quelque chose, une famille, une carrière, une réussite, sans jamais en être reconnu? Avez-vous déjà été réduit à un rôle, la femme de, la mère de, celle qui aide, alors que vous étiez en réalité le cœur battant de l'histoire? Y a-t-il en vous une colère silencieuse ou une piété étouffée que vous n'avez jamais osé nommer? Si vous le souhaitez, je vous invite à partager ici ce que vous avez trop longtemps gardé pour vous. Une injustice, une trahison,
un renoncement, ou au contraire, le moment précis où vous avez repris votre place. Vos mots comptent, vos histoires comptent, et parfois, les dire à voix haute, même anonymement, est déjà une première lumière posée sur la toile de votre vie. Vous n'êtes pas seul, et surtout, vous n'êtes pas invisible. Extra weekend on my weekend. Good morning, Solar, as well. Quick, good morning, you off to work? Or at work. I had such a big weekend. We are moving. My girlfriend into lots of moving. I mean, moving is just the least fun thing in the entire world, isn't it? But fun that you're moving your girlfriend, as in your girlfriend's moving in with you, Blue Panda. Sunglasses indoor is good. This is how, I think this is what I need. Breathing intensely since October/November. That's crazy. I've been applying, but I've been unemployed since last summer. New job is kind of a step up from what I did before. Nice! But still in medical device regulation world, but definitely in the direction I want to move with my career. This is amazing! Wait, this is unreal, Kay! Oh my god. Wait, I'm so happy for you. Oh, mate, I'm buzzing. Well done. Well, oh, that's... Mate, I'm buzzing. Do a shot for Kay! The dangerous thing is you can't dare me to do things, Jim, because you know I'll just do them. This girl's got no impulse control. She's unmedicated. I walked a lot this weekend. If no one's had the white chocolate and raspberry cookies, they sound very up my street. They sound very up my street. I've got to go do my food shop today at the retail park where there's an M&S. I'll accept espresso shot in honour of Monday returning to corporate world. Cheers to that. My £4.30 fucking flat white.